La semaine dernière, des députés de la Transnistrie moldave ont demandé à la Russie de les protéger contre les autorités moldaves. Ils accusent le gouvernement moldave à Chisinau de pratiquer un génocide. Décidément, on utilise ce terme à toutes les sauces ces derniers mois. Moldavie. Les séparatistes de Transnistrie demandent la protection de Moscou. C'est exactement la même rhétorique pro-russe qu'ont utilisé les séparatistes pro-russes en Ukraine et qui a justifié l'invasion du Donbass en 2014 puis en 2022 par la Russie. Alors la Transnistrie, c'est quoi? Que veulent les séparatistes? Et est-ce qu'il y a vraiment un risque que la Russie ouvre un nouveau front sur le continent européen? On t'explique tout dans cette vidéo. Maestro lance le générique. Voici Maia Sandu, l'actuelle présidente de la Moldavie, un pays dont le gouvernement pro-européen est en alerte maximale depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. La présidente en personne parle de la période la plus dangereuse de toute l'histoire nationale contemporaine. Tout juste une semaine après l'invasion russe de l'Ukraine, la Moldavie avait formulé une demande d'adhésion à l'Union européenne. Un processus lent et difficile pour l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Une situation aggravée par une instabilité politique qui découle elle-même d'un contentieux territorial interne. Nous sommes les voisins les plus fragiles de l'Ukraine. Nous sommes le pays le plus touché par celle-ci et nous sommes le pays qui a le moins de ressources pour faire face à la situation et aux conséquences de la guerre. Nicu Popescu, ministre moldave des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce qui explique cette soudaine préoccupation et cette frénésie pour s'incorporer dans les rangs de l'UE? Les responsables états-uniens et ukrainiens considèrent que la probabilité que Poutine envahisse la Moldavie est élevée. Quel est le lien entre l'invasion russe de l'Ukraine et la Moldavie? On t'explique dans le chapitre suivant. Une sécession encouragée par la Russie. De l'ensemble des républiques soviétiques, la Moldavie était la deuxième la plus petite de toutes. Du coup, quand l'URSS s'est effondrée, la Moldavie en a profité pour déclarer son indépendance. Sauf que la nouvellement formée Russie a apporté son soutien à un mouvement séparatiste en Transnistrie. Alors, tout comme le fleuve Dniepr divise l'Ukraine en deux, le Dniestre divise la Moldavie en deux régions distinctes, tant d'un point de vue ethnique que linguistique. Dans la partie occidentale, la population moldave est principalement d'origine roumaine. Et du côté oriental, la Transnistrie, la population dominante, ce sont des Slaves russophones ou ukrainophones. Donc, mis à part des pseudo-états séparatistes comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud Alanie et le Haut-Karabakh, le reste de la communauté internationale ne reconnaît pas la Transnistrie indépendante. Et puis, ce qui n'aide pas non plus franchement, c'est qu'environ 1500 soldats russes y sont actuellement déployés. Bref, d'après les estimations officielles, la population de la Transnistrie est de 500 000 habitants, même si d'autres estimations tablent plutôt sur 200 000 personnes grand max. Alors justement, la Transnistrie, où est-ce que c'est? C'est une étroite bande de terre entre la Moldavie et l'Ukraine. Et ceux qui gouvernent la région, ce sont des séparatistes pro-russes. Ce régime survit largement grâce au soutien de Moscou, qui lui offre sa protection, mais aussi son gaz naturel. En gros, l'économie transnistrienne est monopolisée par l'entreprise publique Sheriff, qui a été cofondée par un ancien agent du KGB, Viktor Gouchan. Cette entreprise régit toute la région, enfin la pseudo-république indépendante. Les supermarchés, le club de foot, les gyms, les télécoms, les stations-service, la distribution de tabac et d'alcool, tout ça, c'est Sheriff. Une entreprise qui détient aussi le pouvoir politique, vu que sur les 33 sièges au Conseil suprême, le Parti du Renouveau, contrôlé par Sheriff, en compte 29. On est loin de l'utopie communiste, ça ressemble plutôt à une oligarchie d'État. Or, quand la Moldavie a formulé sa demande d'adhésion à l'UE le 3 mars 2022, la Transnistrie a répliqué en revendiquant une nouvelle fois sa pleine indépendance.
Puis, le 22 avril, un général russe, Roustam Minekaev, a déclaré que l'objectif de Moscou est de contrôler tout le littoral ukrainien de façon à ouvrir un corridor jusqu'en Transnistrie. Car oui, toujours selon ce général, les minorités russophones seraient aussi opprimées en Moldavie. Le prétexte, il commence quand même à mal vieillir, hein. Depuis, Chisinau, la capitale moldave, est sur ses gardes. D'ailleurs, 3 jours plus tard, un attentat à la bombe frappait le ministère de la Sécurité d'État à Tiraspol, la capitale de la Transnistrie, suivi par 2 autres attaques contre des antennes diffusant des radios russes. Des attaques qui sont restées anonymes. Rien, niet, zéro revendication, nada. Du coup, les spéculations, elles vont bon train. Des saboteurs ukrainiens, des Moldaves unionistes, des Russes qui chercheraient une excuse pour justifier une nouvelle opération spéciale. Cette dernière hypothèse, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des opérations sous fausse bannière ou sous faux pavillon. Bref, déjà que l'Ukraine a beaucoup sacrifié pour résister à l'invasion russe, l'armée moldave, elle, est beaucoup moins bien préparée. À l'image de son pays, elle est complètement vétuste. Pas d'avions de chasse, seulement 6 hélicoptères de transport, des chars qui datent de l'ère soviétique et tout juste 6000 soldats. Et pour ne rien arranger, la Moldavie n'a jamais cherché à bénéficier du parapluie OTAN. Elle préfère le concept de neutralité qu'elle a inscrit dans sa constitution en 1994. Du coup, vu qu'a priori, il n'y a aucun enjeu sécuritaire, pourquoi est-ce que la Russie s'intéresse tant à la Transnistrie? Chapitre suivant. Une porte d'entrée sur l'Ukraine. Quel serait le but exact d'une opération russe en Moldavie? Parce que oui, on suspecte fortement Moscou d'avoir manigancé ses attaques à Tiraspol et contre les tours radio. Selon Zelensky et les renseignements militaires ukrainiens, des milliers de tracts ont été distribués en Transnistrie, des tracts qui exhortent les Russes à prendre les armes et à se soulever contre le régime moldave et ukrainien. Alors, pourquoi ukrainien? En fait, au tout début de l'invasion russe, l'armée ukrainienne a fait sauter les ponts que les troupes russes pourraient emprunter pour acheminer depuis la Transnistrie des troupes dans les environs d'Odessa. Oui, parce qu'aux 1500 soldats russes déployés sur place, il faut aussi ajouter les 4500 à 7500 soldats transnistriens. Au total, Moscou pourrait mobiliser entre 6000 et 9000 soldats. Des soldats russes et l'armée transnistrienne pourraient se retrouver à Chisinau en moins d'1 heure. Alexei Tulbur, analyste politique et ancien ambassadeur de la Moldavie aux Nations Unies. D'ailleurs, on trouve à Kobasna, un village du nord de la Transnistrie, le plus grand dépôt de munitions de toute l'Europe de l'Est. On parle de 20 000 tonnes de munitions datant de l'ère soviétique. Des armements que les Russes pourraient être tentés de neutraliser ou même tentés de saisir pour leur propre profit. En 2005, l'Académie moldave des sciences estimait que la puissance d'une explosion dans cet entrepôt serait comparable à celle d'Hiroshima en 1945. Pour bien saisir à quel point cette explosion serait violente, celle de Beyrouth en 2020, considérée comme l'une des explosions non nucléaires les plus importantes de l'histoire, elle ne représenterait qu'un 10e de la puissance de l'explosion d'Hiroshima. Pour la petite histoire, cette explosion qui a tué plusieurs centaines de Libanais, elle est due aux mauvaises conditions de stockage de presque 3000 tonnes de nitrate d'ammonium que le Hezbollah utilisait pour concevoir ses missiles pour attaquer Israël. Bref, revenons à cet entrepôt de munitions dans le nord de la Transnistrie. Alors d'accord, ces équipements sont probablement périmés, étant donné qu'ils datent d'il y a plus de 30 ans. Mais en vrai, on ignore totalement dans quel état ils se trouvent et s'ils sont encore utilisables. Or, vu le risque d'escalade du conflit, il vaudrait mieux les neutraliser. Mais l'idée la plus terrifiante pour Chisinau, c'est que le pays puisse lui aussi être envahi par la Russie. L'avenir de la Moldavie dépend de la capacité de l'armée ukrainienne à tenir bon. Ils se battent non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour nous. Julian Groza, analyste à l'Institut de politique et des réformes européennes en Moldavie. Et puis, il ne s'agit pas d'être catastrophiste. L'intervention russe en Ukraine lui a coûté si cher qu'il est difficilement envisageable que Moscou ouvre un nouveau front en Europe. Mais est-ce que ça signifie pour autant que la Moldavie n'a rien à craindre ?
Moscou pourrait bien avoir d'autres atouts dans sa manche. Mais revenons un instant à la Moldavie. Sa présidente Maya Sandu est arrivée au pouvoir en 2020 avec un message pro-européen. Elle est aussi une fervente critique de Moscou. Sauf que son adversaire aux urnes n'était autre que le président sortant Igor Dodon, le chef du parti socialiste pro-russe. Depuis, il est le chef de l'opposition. Alors, est-ce qu'il pourrait être tenté de réaliser un putsch avec le soutien du Kremlin? On regarde ça dans le chapitre suivant. Mais avant ça, je t'invite à nous suivre, à liker et à partager cette vidéo et à nous suivre sur Insta si tu veux taper la discute. Allez, on reprend. L'adhésion à l'UE, une issue réaliste? Le 15 novembre 2020, Maya Sandu remporte les élections contre Igor Dodon avec 57% des suffrages exprimés. Bon, en vrai, c'était pas la première fois que Maya Sandu et Igor Dodon s'affrontaient. En fait, en 2016, Sandu avait perdu contre Dodon, mais l'enjeu des élections était très différent. À l'époque, le débat portait sur la lutte des classes. Dodon, qui appartenait au Parti socialiste, incarnait mieux cette révolte contre l'oligarchie moldave. Mais en 2019, c'est le parti de Maya Sandu qui remporte les élections législatives. Sandu devient alors la première ministre de Dodon, avant d'être élue présidente l'année suivante, chassant ainsi la faction pro-russe du pouvoir. Le Kremlin n'a rien vu venir. Aux yeux des autorités russes, Igor Dodon, leur allié, semblait pourtant tenir son pays. Il se croyait tout permis, au point qu'on suspecte même qu'il ait fait surveiller l'opposition, illégalement bien sûr. Il a aussi bénéficié d'un soutien financier et politique important de la part de Moscou. Et même comme ça, il a quand même perdu. Comme quoi, le soutien des banques russes ne garantit pas systématiquement une victoire au présidentiel. Bref, ce qui a permis la victoire en 2020 du camp pro-occidental, ce sont les guerres intestines des factions pro-russes et le mécontentement populaire concernant le bilan d'Igor Dodon. Alors, quelle était la principale promesse de campagne de Sandu? La lutte contre la corruption et contre l'oligarchie. Un projet politique auquel la population moldave a adhéré une nouvelle fois en 2021 en votant pour le parti Action et Solidarité de Maya Sandu aux élections législatives. Bon, est venu le temps de faire l'état des lieux de l'économie moldave. Déjà, la Moldavie est de loin le pays le plus pauvre d'Europe. Son PIB par habitant, 4 150 €. C'est l'équivalent d'un pays comme le Guatemala ou le Salvador. Mais sa vraie particularité, c'est son évolution démographique. Alors qu'il y a 30 ans, le pays comptait 4 400 000 habitants. Aujourd'hui, sa population est inférieure à 3 millions d'habitants. Donc, on a d'une part une économie très fragile et de l'autre une très sérieuse crise migratoire. En fait, plein de Moldaves quittent leur pays pour tenter leur chance à l'étranger. D'ailleurs, les envois de fonds des travailleurs moldaves à l'étranger vers leur pays d'origine représentent près de 16% de l'économie moldave. C'est la première source de revenus du pays. C'est dire à quel point l'industrie du pays y est peu développée. Pour expliquer le retard de développement de l'économie moldave, on va être encore plus précis. On va vous parler du vol du siècle. En fait, en 2014, un scandale financier éclate sur fond de blanchiment d'argent. En 3 jours, 3 banques moldaves furent escroquées d'1 milliard de dollars, ce qui équivaut à 13% du PIB moldave. C'est Vladimir Plahotniuc, l'oligarque le plus riche du pays, qui a mené l'opération, avec la complicité du régime de l'époque, très proche de la Russie. C'est ce scandale qui explique la méfiance de la population moldave vis-à-vis de son oligarchie. D'où la victoire aux urnes de Maya Sandu en 2020. Sauf que son projet anticorruption et de rapprochement avec l'Europe n'était pas du tout du goût du Kremlin. Et comme il n'est pas du genre à rester les bras croisés, Nouvelle donne. Alors, est-ce que la Russie dispose d'un ancrage suffisant et d'assez de ressources pour organiser un coup d'État en Moldavie? Suffit de reprendre les modes d'emploi de la CIA ou du SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Déjà, la première possibilité, c'est qu'on peut organiser des opérations sous fausse bannière en Transnistrie. Ça fournirait à Moscou une raison suffisamment crédible pour déclencher une campagne militaire tout en imposant à la Moldavie des sanctions économiques.
La Russie utilisera toute son influence pour s'assurer que la Moldavie ait un gouvernement pro-russe. Ils optent pour un changement de régime. Interview d'un diplomate dans The Economist. Jusqu'à présent, les Russes ont été discrets, mais ils pourraient tout aussi bien adopter une ligne plus dure contre la Moldavie, allant jusqu'à la menacer d'une opération militaire spéciale. Et il n'y a pas que la menace militaire, il y a aussi la possibilité d'imposer à la Moldavie une armada de sanctions économiques. En fait, la Russie pèse très lourd dans l'économie moldave. Déjà, presque tout le gaz consommé par la Moldavie est livré par la Russie. Donc déjà, c'est toute l'industrie moldave, même si très modeste, et la consommation de gaz du pays qui sont prises en otage. Pareil pour le pétrole. En plus, les principaux oléoducs en provenance de Russie traversent justement la Transnistrie. Du coup, la Russie peut décider du jour au lendemain de couper le robinet, surtout vu le poids de l'économie moldave, et donc du volume d'hydrocarbures exporté par la Russie vers la Moldavie. La Russie peut tout à fait se permettre de se tirer une balle dans le pied. Les pertes éventuelles pour la Russie seraient minimes, alors que pour la Moldavie, les dégâts seraient beaucoup plus importants. D'ailleurs, ça ne serait pas la première fois que la Russie aurait recours à pareille méthode. Elle l'avait déjà fait en octobre 2021. Gazprom avait réduit d'1/3 ses livraisons de gaz et avait imposé un doublement des tarifs. Pour faire face à la crise, la Moldavie avait été contrainte de déclarer l'état d'urgence. Alors, quelle est l'alternative que la Russie a proposée à la Moldavie? Gazprom a proposé à la Moldavie un nouveau contrat gazier en échange d'une distanciation avec l'UE, un groupe russe accusé d'utiliser la crise énergétique pour punir les nouveaux gouvernements pro-occidentaux. Pour pouvoir à nouveau bénéficier de livraisons de gaz abondantes et bon marché, la Moldavie devait renoncer à son accord de libre-échange avec l'UE et retarder l'application des règles de l'UE en vue d'une future adhésion. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Bon, depuis, on a du recul. La Russie et la Moldavie se sont arrangés pour trouver un compromis. En échange de concessions politiques de la part de Chisinau, les livraisons de gaz ont repris. C'était une très bonne nouvelle pour la Moldavie, vu qu'environ 80% de toute son électricité est produite par des centrales situées en Transnistrie. Et surtout, la compagnie d'électricité qui gère ces centrales électriques, elle est russe. Or, ce groupe a unilatéralement décidé d'imposer une hausse des prix et les autorités moldaves n'ont rien pu faire. Imagine un peu les conséquences pour la société moldave si son réseau électrique ou de gaz cessait d'être approvisionné ne serait-ce qu'un seul mois. La Moldavie a compris la précarité de sa situation et le risque lié à sa dépendance à la Russie, qui contrôle même la production d'électricité sur le territoire moldave, enfin en Transnistrie. Alors, pour minimiser ces risques, la Moldavie est en train d'édifier des infrastructures pour pouvoir se brancher sur le réseau électrique roumain. Mais il faudra attendre des années pour que le projet aboutisse. Et si par malheur, un parti pro-russe revenait au pouvoir en Moldavie, les travaux s'interrompraient immédiatement. En désespoir de cause, l'actuel ministre des Infrastructures et du Développement régional a laissé entendre que la Moldavie envisageait d'acheter de l'électricité à l'Ukraine. Alors, est-ce vraiment raisonnable de s'appuyer sur un pays en guerre pour son approvisionnement énergétique? Surtout que le pays en question est en guerre avec son fournisseur actuel. La liberté et l'indépendance énergétique ont un coût. La guerre en Ukraine ne nous laisse pas d'autre choix que de payer ce coût, celui de l'indépendance. Andrei Spinu, ministre moldave des Infrastructures et du Développement régional. En attendant, la stratégie de Moscou semble se dessiner. La Russie a choisi l'usure. Or, ces difficultés risquent d'exténuer les Moldaves et de favoriser l'émergence de partis pro-russes au détriment des partis pro-européens. Pas plus tard qu'en 2022, les renseignements estoniens ont publié une note qui conclut que le Kremlin est en train d'activement préparer un renversement du pouvoir en Moldavie. Outre les pressions exercées sur la sécurité énergétique moldave et le risque d'un affrontement militaire, Poutine compte aussi employer l'influence de l'église orthodoxe et des médias russophones pro-Kremlin. D'ailleurs, la présidente moldave partage elle aussi ce constat.
Les forces politiques russes en Moldavie ont déjà parlé de manifestations de masse et ont appelé le gouvernement à démissionner et à organiser les élections législatives anticipées. Ceci afin qu'ils puissent blâmer le gouvernement pour les difficultés économiques et les prix élevés de l'énergie. Maia Sandu, présidente de la Moldavie. C'est une galère pour la Moldavie. À la crise politique interne et à la hausse des prix de l'énergie, faut maintenant ajouter les conséquences de la guerre en Ukraine. On estime qu'au moins 100 000 réfugiés ukrainiens ont fui vers la Moldavie. Une pression migratoire énorme pour un si petit pays, de surcroît si démuni. Heureusement, la plupart de ces réfugiés continuent ensuite vers la Roumanie et au-delà. Un autre problème pour l'économie moldave, c'est que 14% de ses exportations sont destinées à la Russie, à la Biélorussie et à l'Ukraine. Or, actuellement, ces exportations sont quasiment à l'arrêt. Du coup, le pays a connu une inflation de 22%. Déjà à cause de la hausse du coût de l'énergie, mais aussi de la hausse des prix des importations. Bah oui, la Moldavie est un pays enclavé. Il n'a pas d'accès à la mer. Du coup, presque toutes les marchandises qu'elle importe par la mer arrivent via le port ukrainien d'Odessa, qui aujourd'hui est totalement à l'arrêt. Et en même temps, la situation ne dessert pas uniquement la Moldavie. Elle sabote aussi les ambitions de la Transnistrie. Tu te rappelles l'appel à l'aide à Moscou des députés transnistriens qu'on t'a mentionné au début de la vidéo? Et ben en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Transnistrie, elle aussi, ne peut plus commercer avec les Ukrainiens, ce qui a beaucoup fragilisé son économie. Du coup, la Transnistrie est obligée de réorienter son activité économique vers le marché européen. Mais comme la Moldavie veut adhérer à l'Union européenne, elle doit en suivre les règles. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation européenne. Ça signifie donc que la Moldavie doit imposer des barrières douanières. Or, la Transnistrie, qui auparavant était exemptée de droits de douane, doit à présent payer la Moldavie pour pouvoir exporter ses marchandises vers le marché européen, ce qui pénalise encore plus son économie déjà très fragilisée. En fait, si les députés transnistriens ont dénoncé le génocide perpétré par les autorités moldaves, c'est pour pousser Moscou à exercer une forme de pression sur Chisinau afin qu'elle soit plus conciliante avec Tiraspol. Sinon, gare à elle, la Moldavie risque de finir comme l'Ukraine. Surtout que la pression économique de la Russie sur la Moldavie va encore plus loin. Par exemple, la diaspora moldave en Ukraine ou en Russie ne peut plus faire parvenir les envois de fonds à leur famille en Moldavie. Or, à elle seule, la diaspora moldave en Russie représente plus de 10% de tous les envois de fonds depuis l'étranger vers la Moldavie. Le Kremlin pourrait donc être tenté d'agiter les mouvements séparatistes pro-russes en Transnistrie tout en accentuant les coupures d'électricité et de gaz. Ça, plus le risque que le conflit politique dégénère en un affrontement armé. Sauf que contrairement à l'Ukraine, la Transnistrie ne partage pas de frontières terrestres avec la Russie, ce qui rend une invasion directe improbable à court terme. Après, il reste un espoir pour une résolution pacifique du conflit. Déjà, les relations entre Chisinau et Tiraspol se sont normalisées. Il y a des échanges universitaires entre les deux capitales, des milliers de Transnistriens travaillent du côté moldave de la frontière et la meilleure équipe de foot du championnat moldave, c'est le club transnistrien du shérif Tiraspol. Bref, pour se défaire de la menace du Kremlin, la Moldavie a tout intérêt à ce que l'Ukraine gagne cette guerre contre la Russie. Mais elle peut aussi espérer un rapprochement avec la Transnistrie avant que celle-ci ne succombe à la tentation et n'entame un voyage sans retour dans les bras de la Russie. Toi, qu'est-ce que t'en dis? La Transnistrie deviendra-t-elle le futur Donbass? La Moldavie arrivera-t-elle à intégrer simultanément l'UE et l'OTAN avant de sombrer dans les filets de Moscou? Chisinau et Tiraspol arriveront-elles à faire la paix? Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu et abonne-toi et à très vite pour plus d'actualités internationales. Ciao!